Oublie le feu vert, il apparaît presque jamais. Tu es au volant sur une avenue chaotique, des klaxons, de la pluie, des gens qui traversent sans regarder. Si tu attends que tout se mette en ordre pour avancer, tu restes coincé dans la file. La réalité est dure, soit tu décides de bouger au milieu du bruit, soit le bruit décide pour toi. Le bonheur n'est pas un prix qu'on te donne pour avoir enduré, c'est une pratique quotidienne. La paix intérieure n'arrive pas quand le monde se tait. Elle arrive quand tu apprends à ne pas obéir à chaque impulsion. La force mentale ne se prêche pas. Elle s'entraîne, surtout quand on n'a pas envie. Et oui, la motivation arrive souvent en retard. C'est pourquoi l'action passe en premier. Ton focus est une arme. Là où tu pointes ton esprit, ton énergie pousse. Si tu nourris ta tête de plainte, tu vois plus de problèmes. Si tu la nourris d'idées qui t'élèvent, tu deviens plus clair et difficile à briser. Le régime mental compte autant que ce que tu manges. Et la gratitude n'est pas du sucre pour adoucir l'amertume. C'est un outil de survie qui allume la lumière quand la journée devient étroite. Reste. Ici, nous ne vendons pas de promesses. Nous transformons les principes stoïciens en habitudes qui se mettent en œuvre les bons jours et surtout les jours difficiles. Parce que tu n'as pas besoin d'un chemin parfait. Tu as besoin de contrôle sur le volant, de précision dans l'attention et de la discipline pour avancer même quand le temps ne coopère pas. 1. Maîtrisez vos matinées et arrachez le contrôle au chaos. Votre matinée est une piste de décollage. Si vous la dégagez, vous montez. Si vous la remplissez de camions, vous restez au sol. Le monde ne vous offrira ni silence, ni ordre de bon matin. Alors vous décidez si vous attendez que le temps s'aligne ou si vous allumez les moteurs sous la bruine. Maîtriser le matin ne concerne pas le romantisme, mais le commandement. La première décision de la journée établit des hiérarchies internes. Soit vous dirigez, soit c'est l'inertie qui dirige. Votre esprit fraîchement éveillé est un terrain fertile, alors protégez-le du bruit. En stoïcisme, le contrôle commence par la concentration, et la concentration des premières heures se défend avec des règles claires, pas avec de bons vœux. Commencez par l'innégociable. Quand le réveil sonne, vous vous levez. Sans marchandage, sans report. Pieds au sol, respiration qui ordonne le rythme, eau pour allumer la machine. Le corps éveillé réduit les excuses et prépare l'esprit à mieux décider. Vous n'avez pas besoin d'un rituel parfait, vous avez besoin de constance. 2 minutes d'étirement, une poignée de respiration profonde, une courte promenade ou quelques flexions. Un mouvement simple qui brise la paresse et vous rappelle que vous êtes aux commandes. Ce geste matinal n'est pas anodin, c'est une déclaration. Aujourd'hui, vous n'obéirez pas au confort. Défendez vos premières minutes comme si elles étaient un trésor. Pas de réseau, de discussion ou de nouvelles au début de la journée, car cette consommation vous impose des agendas étrangers. Nourrissez votre esprit avec du matériel qui vous élève, une page d'un bon livre, une idée claire, une réflexion courte. Ensuite, définissez l'essentiel. Écrivez 3 lignes de direction, choisissez une tâche à fort impact et exécutez-la sans interruption. Ne remplissez pas l'agenda de bruit productif, choisissez avec précision. Terminez tôt quelque chose d'important, crée de l'attraction, de l'estime de soi et de l'ordre interne. Celui qui fait un pas décisif au début poursuit rarement la journée. Il l'attire vers lui. La gratitude ici n'est pas un ornement, c'est une stratégie de survie mentale. Écrivez 2 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et connectez-vous à une raison de persister. Elle n'adoucit pas la réalité, elle l'éclaire. L'esprit reconnaissant réduit le biais de menace et ouvre une marge pour décider calmement. À partir de cette base, appliquez la dichotomie du contrôle. Vous ne choisissez pas le trafic, le temps ou l'humeur des autres. Vous choisissez votre attitude, votre langage interne et la qualité de vos premières actions. La paix n'apparaît pas quand tout se tait à l'extérieur. Elle apparaît quand il y a à l'intérieur une direction qui ne négocie pas avec chaque stimulus. Quand la motivation n'arrive pas, continuez quand même. L'action crée l'élan et l'élan appelle la motivation, pas l'inverse. Si un jour vous échouez, corrigez sans drame. Redémarrez à la minute suivante, pas le lundi. Ajustez sans vous punir.
Moins de temps de lecture si vous êtes en retard, une version courte de l'exercice si vous êtes juste, mais faites quelque chose. La discipline n'est pas de la rigidité, c'est de la continuité. Chaque matinée domptée entraîne le muscle de la volonté et affaiblit la tyrannie de l'excuse. Cette répétition discrète vous rend difficile à briser lorsque la journée se tord. Terminez la première heure avec clarté. Tâche clé accomplie, esprit nourri, corps activé, cap écrit. Vous n'avez pas cherché la perfection, vous avez consolidé le contrôle sur l'essentiel. Le chaos peut soulever des vagues, mais votre avion a déjà décollé. Aujourd'hui, vous ne laissez pas le scénario au hasard. Vous vous levez, respirez, choisissez et agissez. La journée obéit à celui qui dirige. Si vous trébuchez, vous vous relevez et continuez. Sans bruit inutile, sans promesse vide, avec la force tranquille de celui qui a déjà pris le contrôle. 2. Conquête de l'inertie. Avance même sans motivation. L'inertie est comme du sable mouvant, silencieux. Elle ne t'engloutit pas d'un coup. Elle te retient doucement jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne bouges plus. Et attendre la motivation là est comme demander au sable de te rendre le sol. C'est pourquoi la sortie n'est pas de ressentir plus, c'est de bouger avant de ressentir. Tout comme un coureur qui démarre à froid, sachant que la chaleur arrive après le 3e pas et non avant. L'action est l'étincelle qui fabrique l'impulsion et non l'inverse. Accepte cette réalité sans fioriture. La plupart des jours ne commencent pas inspirés. L'esprit cherchera des excuses élégantes pour te retarder et le corps demandera 5 minutes de plus. Mais la vie ne récompense pas celui qui négocie avec la paresse. Elle récompense celui qui commence sans permission émotionnelle, car la volonté se renforce en agissant, pas en attendant. Conquérir l'inertie commence par un principe simple et percutant. Action minimale viable, choisis le geste le plus petit qui te rapproche de la tâche et exécute-le immédiatement. Ouvre le document, mets tes baskets, envoie le premier message. Ce micro-début brise le sort du plus tard, car il transforme la tâche en présent, et le présent est gouvernable. Accompagne-le d'un rituel de friction zéro. Aie les outils prêts, prépare l'environnement. Élimine les obstacles stupides qui te volent de la volonté et applique un compte à rebours court pour couper le dialogue interne qui sabote, respire, compte à rebours et bouge, sans discours, sans drame, avec décision. Ton langage interne doit être opérationnel et non sentimental. Au lieu de « je n'ai pas envie », tu utilises « je vais quand même ». Au lieu de « je ne peux pas », tu utilises « je commence petit ». Cette neutralité agressive évite que tu te mêles à des états d'humeur changeants et te rend le contrôle de la direction. L'attention est à la fois carburant et frein. Où tu la places, tu multiplies ou tu arrêtes. C'est pourquoi pendant le démarrage, protège ton focus comme si c'était une mèche allumée. Ouvre seulement ce qui est nécessaire pour l'action. Ferme les distractions. Silence aux notifications et conversations qui diluent et choisis une mesure claire de progrès que tu peux compléter sans interruption. 15 lignes écrites, 10 minutes de pratique concentrée, un appel clé effectué. Terminer quelque chose crée de l'attraction et l'attraction réduit le poids de l'inertie. En plus, elle nourrit l'estime de soi avec des faits et non avec des promesses. Rappelle-toi que la paix intérieure se construit lorsque tu tiens tes engagements, pas lorsque tout à l'extérieur coopère. Si une résistance émotionnelle apparaît, respire-la sans l'interpréter, ne la transforme pas en identité, nomme-la comme une sensation passagère et reviens au mouvement. Et lorsque la pensée veut dramatiser l'effort, la gratitude n'est pas du sucre pour adoucir la paresse, c'est un outil de survie qui change la physiologie du moment et t'ouvre une marge pour continuer. Tu remercies le corps qui travaille même s'il pèse, l'opportunité d'entraîner l'esprit dans une journée grise, la capacité de choisir un pas de plus. Cette brève déclaration n'efface pas l'effort, mais réduit la résistance, et avec moins de résistance, la roue tourne. En plus, maintient une règle de continuité flexible si la journée te frappe.
Réduis la dose mais ne brise pas la chaîne. 5 minutes valent plus que 0 et préserve l'identité de celui qui bouge même sans envie. Et si tu tombes, tu te relèves sans théâtre, tu recommences au bloc suivant, tu corriges le plan, tu ajustes l'environnement et tu continues. La discipline n'est pas rigidité, mais constance appliquée avec précision. Conquérir l'inertie, c'est refuser de vivre selon le climat émotionnel du moment et choisir de vivre selon ta direction. C'est se rappeler que l'impulsion arrive derrière le mouvement, que la motivation respecte celui qui est déjà en marche et que chaque début opportun rend le suivant plus léger. Aujourd'hui, tu n'attends pas le feu vert parfait, tu te mets en première, tu lâches le frein et tu avances, parce que la vie récompense celui qui décide et exécute. 3. Le trésor invisible que la plupart donnent chaque matin. Les premières minutes de la journée sont comme le tranchant nouvellement aiguisé d'une épée, propre, précise et prêtes à trancher facilement, mais si vous les utilisez à mauvais escient, elles s'usent avant de toucher ce qui compte vraiment. La plupart les donnent sans s'en rendre compte, les livrant à des notifications, des conversations triviales ou des problèmes qui n'existent pas encore. C'est comme ouvrir un coffre-fort et laisser n'importe qui y mettre la main. Ce que vous faites dans cette première bande détermine la vitesse, le ton et la direction du reste de votre journée. Et celui qui ne la protège pas vit en mode réactif, éteignant les feux des autres et oubliant d'allumer son propre feu. Défendre ces minutes exige une clarté sur ce qu'elles signifient. C'est le moment où votre esprit est le plus malléable, avant que le bruit du monde ne colonise votre attention. Si le premier élément que vous recevez est le chaos, tout ce qui suit sera contaminé. C'est pourquoi le début doit être délibéré, non accidentel. Établissez un périmètre invisible où les demandes externes, les réseaux sociaux, les drames improvisés n'entrent pas. Si vous travaillez à domicile, évitez d'ouvrir le courrier pendant cette première heure. Si vous sortez, ne cédez pas votre oreille à des conversations vides. Ce temps est un pur investissement et le rendement se voit dans votre concentration et votre énergie des heures plus tard. Commencez par un acte qui vous rappelle que votre journée vous appartient. Cela peut être un mouvement physique, une brève méditation, une écriture ou une lecture qui vous élève. Le format importe moins que l'intention. Allumez votre direction avant que la société n'essaie de vous en assigner une. L'idée stoïcienne de se gouverner soi-même commence ici, dans la façon dont vous choisissez vos premières pensées et actions. Ce ne sont pas des minutes pour absorber des déchets mentaux, mais pour planter des graines qui deviendront plus tard des décisions fermes. Si vous le laissez au hasard, la technologie décidera pour vous. Un message urgent qui ne l'est pas, une nouvelle conçue pour perturber votre état, un réseau social qui draine 10 minutes sans vous donner rien en retour. C'est pourquoi le téléphone et les écrans doivent attendre, et si vous devez les utiliser, que ce soit pour quelque chose qui renforce votre cap, une note de remerciement, une idée que vous enregistrez, un apprentissage rapide. N'oubliez pas qu'à ce stade, votre énergie est comme de l'eau dans un petit récipient. Une petite fuite réduit déjà le débit pour le reste de la journée. Une habitude utile est de planifier la première heure la veille. Laissez à vue ce que vous utiliserez, le livre ouvert, le cahier prêt, les vêtements d'entraînement préparés. Ainsi, vous réduisez les frictions et passez à l'action sans que l'esprit ait de place pour négocier. Ce détail multiplie la probabilité que vous accomplissiez, car la discipline repose plus sur la structure que sur la force de volonté brute. Il est également essentiel de comprendre que protéger vos premières minutes ne signifie pas vivre isolé, mais blinder la base pour ensuite mieux répondre à ce qui vient. Celui qui commence avec sa propre direction a plus de contrôle émotionnel lorsque des imprévus surviennent, car il a déjà assuré au moins un bloc de progrès personnel. Et c'est là que la gratitude entre en jeu comme encre. Avant de vous plonger dans les tâches, reconnaissez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, non pas comme un geste superficiel, mais comme un rappel qu'il y a plus que des problèmes dans votre réalité. Ce petit ajustement mental réduit l'anxiété et ouvre la porte à des décisions plus rationnelles. Défendre vos premières minutes est un acte de respect envers vous-même. C'est dire au monde:
D'abord je m'aligne, ensuite je réponds. Et peu importe si la journée se complique ensuite, car vous aurez déjà pris le contrôle de la partie la plus stratégique. Faites-le tous les jours, et vous remarquerez que le reste de votre temps s'organise mieux, sans trop d'efforts. Perdez cet espace, et vous vivrez en réaction constante. Protégez-le comme s'il était vraiment votre trésor, parce qu'il l'est. Sans ces minutes, tout le reste est plus vulnérable au chaos. 4. Ferme la porte à l'incontrôlable et dirige ton énergie. Pense à un archer entouré de bruit, de cris et de distractions. Il ne peut pas ordonner le silence, il ne peut pas éteindre le vent, mais malgré tout, il ajuste sa posture, fixe son regard et tire sur la cible. C'est ce que signifie vivre avec contrôle dans un monde qui ne cesse de bouger. Tu ne peux pas faire en sorte que tout s'aligne en ta faveur, mais tu peux décider où tu places ta force, ton attention et ton temps. Celui qui ne comprend pas cela vit épuisé en essayant de réparer ce qui n'est pas entre ses mains et néglige ce qu'il peut changer. Fermer la porte à l'incontrôlable n'est pas ignorer la réalité, c'est protéger ton terrain le plus précieux, ton énergie mentale. Chaque fois que tu réagis de manière impulsive à quelque chose qui ne dépend pas de toi, c'est comme si tu laissais une fuite ouverte dans ton réservoir de force. Des disputes inutiles, des critiques étrangères, des imprévus que tu ne peux pas éviter. Tous demandent une part de ton attention, et si tu la donnes à tous, il ne te restera rien pour ce qui compte vraiment. La clé est de filtrer. Demande-toi, face à n'importe quelle situation, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, ton travail n'est pas de le contrôler, mais de décider comment tu vas bouger malgré cela. C'est la différence entre vivre comme une feuille emportée par le vent ou comme un capitaine qui ajuste les voiles pour avancer même avec la tempête au-dessus. Diriger ton énergie avec précision, c'est avoir un objectif clair chaque jour et viser là comme si rien d'autre n'existait. Ne pas te disperser en 10 choses à moitié, mais te concentrer sur une qui avance ton cap. Et quand le monde te présente des obstacles hors de ta portée, transforme-les en signal pour réaffirmer ton focus, pas pour l'abandonner. Le retard d'un projet, l'opinion injuste de quelqu'un, le climat qui ne coopère pas. Tout cela est du bruit externe, et le bruit ne domine que si tu baisses le volume de ton but. Il y a autre chose. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu permets d'habiter ton esprit. Il y a des problèmes qui méritent ton attention et d'autres qui ne méritent que d'être notés pour les revoir plus tard. Ne charge pas tout dans le sac à dos mental, car cela te ralentit. Apprends à lâcher ce qui ne nécessite pas ton intervention immédiate. Cet espace mental dégagé est ce qui te permettra d'agir avec plus d'intelligence et moins d'usure. La gratitude, ici, est ton allié stratégique. Quand quelque chose échappe à ton contrôle, au lieu de te battre avec la réalité, rappelle-toi ce qui est en ordre, ce qui est toujours en ta faveur. Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est garder la perspective pour qu'un obstacle ne te fasse pas perdre de vue le chemin complet. En fin de compte, fermer la porte à l'incontrôlable n'est pas construire des murs, c'est choisir consciemment par où entre ton énergie et vers où elle coule. Quand tu apprends à le faire, le monde reste imprévisible, mais tu cesses d'être fragile face à lui. Le vent ne faiblit pas, mais ta précision devient impeccable. Et avec cette précision, tu avances sans te fatiguer dans des batailles que tu n'allais jamais gagner, en réservant toute ta force pour celles qui comptent vraiment. 5. Nourris ton esprit avec des idées qui t'élèvent et te renforcent. Ton esprit est comme une forteresse construite au sommet d'une montagne. Elle peut résister au vent, à la pluie et aux attaques, mais elle ne survit pas longtemps si tu la laisses ouverte pour que n'importe qui y entre et y dépose ses ordures. Chaque pensée que tu permets, chaque image que tu absorbes, chaque mot que tu entends est comme un visiteur qui entre par la porte principale. Certains apportent des outils et des matériaux pour renforcer tes murs, d'autres apportent des fissures et de la corrosion. Si tu ne filtres pas qui entre, un jour tu découvriras que la forteresse n'est plus un refuge, mais une ruine qui s'effondre de l'intérieur. Nourrir l'esprit n'est pas un luxe, c'est un devoir.
Ce que tu consommes mentalement devient la base de tes émotions, tes décisions et ta capacité à affronter la vie. Si tu te nourris de plaintes, de nouvelles conçues pour t'indigner et de conversations vides, tu ne peux pas espérer de la clarté ni de la force. Tout comme on ne construit pas un corps sain en mangeant des ordures, on ne construit pas un esprit solide en consommant des pensées pauvres. La première étape est de prendre le contrôle de ton régime mental. Décide quelles informations tu vas autoriser et lesquelles tu vas expulser sans hésitation. Ajuste tes sources. Arrête de suivre des comptes qui ne génèrent que du bruit. Réduis la consommation de nouvelles sensationnelles et entoure-toi de personnes qui élèvent le niveau de la conversation. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de protéger ton écosystème mental. Fais aussi attention au dialogue que tu entretiens. Les mots ont du poids et modèlent la direction de ta pensée. Si tu t'entoures de personnes qui ne font que se plaindre ou critiquer sans offrir de solution, tu finiras par adopter ce modèle. Cherche des environnements où l'on parle d'idées, d'apprentissage et de possibilités. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les traiter avec une mentalité qui cherche à résoudre, pas à s'enfoncer en eux. Fais de l'alimentation mentale une habitude consciente. Consacre chaque jour un espace, aussi petit soit-il, à consommer quelque chose qui te renforce. Un chapitre d'un bon livre, un texte qui défie ta perspective, une leçon stoïcienne qui te rappelle où est ton contrôle, ou une conversation qui t'inspire à agir. La clé est la répétition quotidienne, car l'esprit, comme un muscle, se renforce avec ce qu'il reçoit constamment, pas avec une dose isolée. Et n'oublie pas la partie la plus critique, le dialogue interne. Si tu permets à ton esprit de répéter des phrases comme « je ne peux pas » ou « c'est impossible », tu laisses la corrosion travailler de l'intérieur. Remplace ces phrases par d'autres qui ouvrent des voies « je peux apprendre »,« je peux essayer »,« je peux m'améliorer ». Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'entraînement mental. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas toujours ce qui se passe, mais tu contrôles les idées avec lesquelles tu affrontes ce qui se passe. Avec le temps, cette pratique transforme ta perception. Comme une forteresse qui se répare et se renforce chaque jour, ton esprit devient plus résistant à la critique injuste, au pessimisme collectif et aux circonstances adverses. La vie continuera à apporter des défis, mais avec des fondations solides, aucune tempête ne pourra te renverser. Et c'est là que se révèle la véritable force. Non pas en évitant le chaos, mais en restant ferme et lucide alors que le chaos tente d'entrer. 6. Emploie la gratitude comme ton bouclier face aux jours sombres. La vie, parfois, est comme marcher sous une pluie persistante. Pas une tempête spectaculaire qui te force à courir, mais cette bruine constante qui trempe petit à petit et refroidit les eaux sans que tu t'en rendes compte. Ces jours gris, le poids ne vient pas d'un coup unique, mais de l'accumulation de petites incommodités, déceptions et charges mentales. C'est ici que beaucoup baissent la tête, se recroquevillent et attendent que le ciel s'éclaircisse. Mais un stoïcien n'attend pas le changement de temps. Il ouvre la voie avec le bouclier de la gratitude. La gratitude n'est pas un accessoire d'optimisme naïf, c'est un outil de survie mentale. C'est le rappel que même quand tout semble aller de travers, il y a encore des éléments de ta vie qui restent intacts, des ressources que tu peux utiliser, des forces qui ne se sont pas perdues. Le problème est qu'en ces jours sombres, l'esprit a tendance à se concentrer uniquement sur ce qui manque ou sur ce qui a mal tourné, comme s'il portait un phare qui n'éclaire que le désastre. Pratiquer la gratitude, c'est tourner ce phare. Forcer le regard à reconnaître ce qui reste debout. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Un guerrier ne nie pas qu'il y a des flèches volantes, mais il sait que se concentrer uniquement sur elles le paralyse. En remerciant, tu ne prétends pas que tout va bien, mais tu te places dans une position plus stable pour résister et contre-attaquer. C'est un changement de posture, de victime passive à stratège qui utilise ce qu'il a en sa faveur. La gratitude peut commencer par le plus simple, un corps qui répond encore, un esprit capable d'apprendre, une personne qui soutient, une compétence que tu possèdes. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par prendre un moment,
même au milieu du chaos, et nommer mentalement 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Non pas pour écrire une jolie liste, mais pour couper la chaîne de pensées négatives qui tend à te tirer vers le désespoir. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas toujours les événements, mais bien ton interprétation d'eux. Et la gratitude est l'une des interprétations les plus puissantes pour neutraliser le poids de l'inévitable. Remercier n'est pas du conformisme, c'est une stratégie. Elle te rappelle qu'il y a encore des bases solides sur lesquelles tu peux construire, même si le terrain autour semble instable. Le transformer en habitude nécessite de la constance. Il ne sert à rien de le pratiquer uniquement dans les moments de calme, car alors il sera faible quand tu en auras vraiment besoin. Tout comme un bouclier est testé dans la bataille, la gratitude se renforce au milieu du conflit. Lorsque la journée commence mal, fais une pause délibérée pour chercher ce que tu as encore en ta faveur. Fais le même si ton esprit proteste et te dit qu'il n'y a rien de bon, car c'est précisément le moment où tu en as le plus besoin. Et voici l'effet caché. La gratitude change ta physiologie. Diverses études montrent que remercier diminue le stress et active des zones cérébrales liées à la tranquillité et à la clarté mentale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Moins de tension signifie de meilleures décisions, et de meilleures décisions augmentent ta capacité à surmonter la journée. Empoigner la gratitude comme un bouclier, c'est se rappeler que l'obscurité ne te définit pas, que les mauvais jours n'annulent pas tout le bien qui existe dans ta vie. C'est une pratique qui n'élimine pas la pluie, mais te permet de marcher droit sous elle, sans perdre la direction. Et quand la tempête passera, tu découvriras que tu n'as pas seulement résisté, mais que ton pas est devenu plus ferme, et ton regard plus aiguisé pour reconnaître la lumière même dans les paysages les plus gris. 7. Brise l'attente. Agis avant de te sentir prêt. Attendre de se sentir prêt, c'est comme rester sur le quai à regarder la mer, en attendant que le vent soit parfait, que les vagues se calment et que le soleil brille exactement sous l'angle que tu as imaginé. Le temps passe, les jours se répètent et d'autres bateaux partent pendant que tu continues à mesurer l'eau. La vérité est que ce moment parfait n'arrive jamais. Il manquera toujours quelque chose, une peur qui persiste, un doute qui murmure que ce n'est pas encore le moment. Si tu vis en attendant de te sentir prêt, tu finis par construire une vie en pause. Le stoïcisme enseigne que c'est l'action qui forme le caractère, pas le confort de la certitude. La sécurité totale est une illusion, car l'expérience ne s'acquiert que sur le terrain, pas en théorie. Réfléchir trop avant de faire un pas est souvent une excuse élégante pour ne pas bouger. Le temps que tu passes à analyser pourrait être du temps qui te rapproche de ton objectif, en apprenant à chaque essai. Et même si ton esprit cherche à te protéger de l'erreur, la vérité est que l'erreur fait partie du progrès. Agir sans te sentir prêt ne signifie pas te lancer à l'aveuglette. Cela signifie faire le prochain pas avec ce que tu as maintenant. Si tu attends le plan parfait, tu ne démarres jamais. Si tu commences avec ce que tu as à t'apporter, tu peux t'améliorer au fur et à mesure. L'action crée l'élan, et l'élan génère un apprentissage réel. Chaque fois que tu agis, même si tu n'es pas sûr, tu entraînes ta capacité à t'adapter. Et s'adapter est plus précieux que d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Pour briser l'attente, réduis l'ampleur de ton premier mouvement. Si ton objectif semble énorme, divise-le en étapes si petites que tu ne peux pas refuser de les faire. Tu n'as pas besoin de courir un marathon le premier jour, juste de sortir marcher. Tu n'as pas besoin d'écrire un livre entier, juste une page. Cette approche élimine la paralysie mentale qui survient lorsque tu vois l'objectif comme une montagne impossible. Pas à pas, la montagne cesse d'intimider et commence à être un terrain conquis. Il est également important de comprendre que la peur ne disparaît pas en restant immobile. La peur se nourrit de l'inaction. Lorsque tu agis, même avec des nerfs, la peur perd de sa force parce que ton attention se concentre sur le mouvement, pas sur la menace. Et chaque action, aussi petite soit-elle, renforce ton identité en tant que personne qui bouge, qui n'a pas besoin de garantie pour avancer. Dans ce processus, la discipline est plus fiable que la motivation.
La motivation est instable, elle change avec le climat, l'humeur ou une nouvelle que tu as lue. La discipline est la décision de faire ce que tu as dit que tu ferais, même lorsque tu n'en as pas envie. Et en la pratiquant, tu commences à remarquer que les moments d'inspiration arrivent plus souvent, parce que tu es en mouvement constant. Un détail clé est de t'entourer d'environnements qui favorisent l'action. Si tout autour de toi est un rappel de ce qui manque, il te sera plus facile de remettre à plus tard. Change le décor, des outils prêts, un espace dégagé, des gens qui poussent vers l'avant. L'environnement n'est pas tout, mais il peut être le coup de pouce initial qui coupe l'attente. Briser l'attente est un acte de rébellion contre cette voix intérieure qui veut une sécurité totale. C'est lui dire que la perfection n'est pas la condition pour commencer, mais le résultat de continuer à essayer. La vie ne récompense pas celui qui a le plus de plans, elle récompense celui qui ose bouger avant que tout soit aligné. Parce que le vrai voyage commence quand tu décides de prendre la mer, même si elle n'est pas calme. Et chaque fois que tu le fais, tu découvres que la préparation que tu cherchais t'attendait sur le chemin, pas sur le quai. 8. Fais de ton attention une arme et dirige-la uniquement vers ta croissance. L'attention est comme la lumière d'un projecteur sur une scène sombre. Là où tu la diriges, tout prend forme et couleur. Ce qui reste en dehors s'estompe. Le problème est que la plupart des gens laissent ce projecteur entre les mains d'autres personnes. Les nouvelles décident tout regarder. Les réseaux sociaux dictent ce qu'il faut ressentir. Et les conversations vides volent des heures qui ne reviennent jamais. Si tu veux grandir, tu ne peux pas te permettre que ton attention soit une ressource libre pour tout le monde. Tu dois la manier comme une arme et la diriger avec précision vers ce qui te motive. Chaque minute que tu investis dans quelque chose qui n'ajoute pas de valeur est une minute que tu ne consacres pas à ce qui pourrait te transformer. Cela ne signifie pas vivre dans un état rigide et obsessionnel, mais développer un filtre qui te permet de décider fermement à quoi tu donnes ton énergie mentale. Demande-toi tous les jours, est-ce que ce que je vois, écoute ou pense me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Si la réponse est qu'elle n'apporte rien, laisse tomber, sans excuses, sans explications inutiles. Le stoïcisme enseigne que le véritable contrôle commence par la maîtrise de l'esprit. Et cette maîtrise se traduit par le fait de savoir que tout ne mérite pas ton attention, même si cela prétend être urgent. Un commentaire négatif, un drame étranger ou un souvenir douloureux peuvent te piéger si tu ne détectes pas à temps que tu offres ton attention à ce que tu ne peux pas changer. Chaque fois que tu choisis de la retirer de là et de la diriger vers quelque chose de constructif, tu entraînes ta capacité à rester ferme, même lorsque le chaos frappe à ta porte. L'attention concentrée sur ta croissance signifie prioriser ce qui te renforce. Apprendre, créer, prendre soin de ton corps, améliorer tes compétences, nourrir des relations qui ajoutent de la valeur. Il ne s'agit pas seulement de produire plus, mais de produire mieux, avec un but clair derrière tes actions. Cela crée un effet cumulatif. Plus tu consacres de temps et d'énergie à ce qui compte, plus tu remarqueras comment ta vie commence à tourner dans la direction que tu as choisie. Rappelle-toi que ton esprit suit la direction que tu lui donnes, et avec le temps, cette direction devient une destination. Si tu diriges ton attention vers ce qui te vide, tu vivras fatigué et sans direction. Si tu la diriges vers ce qui t'élève, tu deviendras plus résistant, plus clair et plus difficile à distraire. C'est ici que toutes les leçons de cette vidéo se connectent. Il ne s'agit pas d'attendre que la vie te facilite les choses, mais de t'entraîner pour que même dans les jours difficiles, tu gardes le contrôle du gouvernail. Maîtriser tes matins, vaincre l'inertie, protéger tes premières minutes, fermer l'incontrôlable, nourrir ton esprit, manier la gratitude, agir avant de te sentir prêt et utiliser ton attention comme une arme ne sont pas des conseils isolés, ce sont des pièces d'une même stratégie. Prendre le contrôle absolu de ce qui dépend de toi. Si tu appliques cela, tu n'auras pas à attendre que les circonstances soient parfaites pour ressentir du bonheur, de la paix et de la force mentale. Tu les créeras toi-même avec des habitudes et des décisions conscientes.
Et pendant que les autres attendent encore le moment opportun, tu seras déjà en train d'avancer. Le jour où tu comprendras que la vie ne récompense pas celui qui en sait le plus, mais celui qui dirige le mieux ce qu'il a, tu auras franchi la ligne qui sépare ceux qui réagissent de ceux qui construisent. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans ce que tu choisis de faire avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme si un serpent changeait de peau. Il ne l'annonce pas, ne cherche pas de témoins, ne fait pas de bruit. Il se débarrasse simplement de ce qui ne lui sert plus, et quand quelqu'un le revoit, il n'est plus le même. C'est ainsi que fonctionne le véritable changement. Il ne se négocie pas, il ne se publie pas, il ne demande pas la permission. Le stoïcisme le comprend mieux que quiconque, car il sait que la force ne réside pas dans le fait de crier ce que tu fais, mais de le soutenir jour après jour, en silence, sans avoir besoin que d'autres le valident. Dans un monde où la majorité est constamment en train de montrer chaque pas pour obtenir des applaudissements, choisir de changer en silence est un acte de rébellion. C'est comme quitter la scène alors que tout le monde attend de te voir jouer et travailler en coulisses jusqu'à ce que ta nouvelle version soit prête à s'imposer sans mots. Car le véritable changement ne cherche pas à impressionner, il cherche à transformer. Il ne cherche pas à convaincre ceux qui doutent de toi, il veut que leurs doutes soient insignifiants. Ici, il ne s'agit pas de te cacher, mais de protéger ton processus, de comprendre que le bruit extérieur intoxique et que chaque regard étranger est une possible interférence dans ta progression. C'est pourquoi le silence devient ta force, la discipline ton bouclier et la cohérence ton épée. C'est la voie stoïcienne, changer sans demander la permission, sans chercher l'approbation, et construire une vie si solide que ni les opinions, ni les critiques, ni les provocations ne réussissent à la faire bouger. Si tu décides de rester, tu découvriras comment transformer ce silence en ton plus grand pouvoir, car lorsque tu apprends à transformer ta vie de l'intérieur, le monde n'a pas besoin de t'entendre pour se rendre compte que tu n'es plus le même. 1. Vis ton changement sans l'annoncer. C'est comme allumer un feu au milieu de la nuit et ne prévenir personne. Seul toi sais qu'il brûle, seul toi ressens la chaleur, et alors que dehors règne l'obscurité, en toi la flamme grandit. C'est ainsi que tu vis ton changement sans l'annoncer. Tu ne cherches pas de spectateurs, car tu comprends que la présence des autres apporte souvent des opinions dont tu n'as pas besoin, des jugements que tu n'as pas demandés, et des distractions qui peuvent éteindre ce qui commence à peine à s'allumer. Le changement, quand il est vrai, n'a pas besoin de pancartes, il a besoin de racines, et ces racines se renforcent loin du bruit. Vivre ton changement sans l'annoncer, c'est arrêter de chercher des témoins pour chaque pas. La plupart annoncent leurs intentions avant même de bouger un doigt, pensant qu'en le disant, ils ont déjà avancé. Mais le stoïcien sait que les paroles sans action sont de la fumée. Chaque fois que tu racontes ce que tu vas faire, tu ouvres la porte pour que les autres donnent leur avis, posent des questions ou même sabotent ton processus. Le silence, en revanche, te donne de la liberté. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu as cessé d'aller à certains endroits, pourquoi tu as changé ta routine ou pourquoi certaines personnes ne font plus partie de ta vie. Tu le fais simplement. Ce type de changement exige de l'autocontrôle, car il y a une impulsion naturelle à chercher la reconnaissance. Nous voulons que le monde sache que nous nous améliorons, qu'il voit que nous ne sommes plus les mêmes, mais ce besoin de le montrer affaiblit le processus. Le stoïcisme enseigne que la véritable transformation n'arrive pas pour impressionner, mais pour s'aligner avec soi-même. Quand tu vis ton changement en silence, tu apprends à le soutenir sans dépendre de la validation externe. De plus, cette approche filtre les personnes qui perçoivent réellement ton évolution. Non pas parce que tu leur as dit, mais parce qu'ils le remarquent dans ta façon d'être, dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu agis. Le changement qui est vécu et non annoncé est plus difficile à attaquer, car il n'y a pas de cible claire pour les critiques. Celui qui veut te freiner ne sait pas quoi pointer du doigt, car ton progrès n'est pas une exposition, c'est une réalité interne qui se reflète inévitablement.
En pratique, vivre ton changement sans l'annoncer signifie te lever chaque jour avec la discipline de tenir tes engagements envers toi-même, même si personne ne le sait. Cela signifie que si tu apprends quelque chose de nouveau, tu n'as pas à publier chaque progrès. Et si tu abandonnes une habitude qui te nuisait, tu n'as pas besoin de faire des discours à ce sujet. Ta vie parle plus fort que tes mots. Et ce silence, qui pour certains peut sembler mystérieux, pour toi, est une protection. Dans un monde où tout le monde se précipite pour montrer ce qu'ils font, choisir le chemin opposé est un acte de pouvoir. C'est comme s'entraîner dans l'obscurité pour apparaître un jour sous la lumière avec une force que personne n'attendait. Tu ne cherches pas à surprendre, mais tu le feras inévitablement. Parce que le changement qui n'est pas crié se construit avec plus de consistance, plus de vérité et plus de fermeté. Quand tu y arriveras, il ne sera pas nécessaire de l'annoncer car ta seule présence racontera l'histoire. Rompe sans préavis les liens qui drainent ton énergie. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure, mais à cause de celle qu'il laisse entrer. Et dans la vie, ces fuites ne se présentent pas toujours sous la forme de grandes trahisons ou d'agressions directes, elles se présentent souvent comme des relations, des routines ou des engagements qui semblent inoffensifs, mais qui peu à peu volent à force. Ils le font avec des conversations qui finissent toujours par des plaintes, avec des personnes qui n'apparaissent que pour demander et jamais pour donner, avec des situations qui se répètent encore et encore, te laissant de plus en plus fatigué. Et il arrive un moment où tu comprends que si tu continues à permettre cette entrée constante d'eau, ton bateau n'arrivera à aucun port. Rompre ces liens sans préavis n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que ton énergie est limitée et doit être destinée à ce qui compte vraiment. Quand tu préviens ou essaies d'expliquer pourquoi tu t'éloignes, tu ouvres souvent la porte pour que l'autre partie essaie de te manipuler, de te convaincre de ne pas partir ou de promettre des changements qui n'arriveront jamais. Dans ce processus, tu t'épuises à nouveau. C'est pourquoi agir en silence n'est pas de la lâcheté. C'est rompre le cycle avant qu'il ne t'entraîne à nouveau. Les gens ont tendance à justifier leur sortie pour ne pas passer pour les méchants, mais ce besoin de se justifier est, en soi, un autre lien. Il te force à rester accroché, à donner des explications que l'autre utilisera pour contre-argumenter. Le stoïcien comprend qu'il n'a besoin de la permission ni de l'approbation de personne pour protéger sa paix. Si quelque chose draine ton énergie, tu as déjà une raison suffisante pour le lâcher. Il n'en faut pas plus. En pratique, rompre sans préavis signifie qu'un jour tu arrêtes simplement de répondre aux messages qui n'apportent rien. Que tu quittes des groupes où ta présence ne signifie rien, que tu annules des engagements qui ne sont maintenus que par habitude. Il n'y a pas de longue discussion parce que tu en as déjà vécu assez pour savoir qu'elle ne change pas le résultat. Ton absence devient ta réponse. Et même si certains essaieront de te chercher pour demander des explications, tu découvriras que tu n'as pas à les leur donner. Ta vie, ton énergie et ton temps sont à toi. Le vrai défi vient après la coupure, résister à l'envie de revenir. La nostalgie, la peur d'être perçu comme distant ou l'illusion que cette fois-ci sera différente peuvent te pousser à rouvrir une porte que tu as fermée pour une raison. C'est là que la discipline entre en jeu. Se souvenir clairement du sentiment de fatigue, du poids mental que tu portais et du manque de réciprocité que tu vivais est ce qui te maintiendra ferme. Le stoïcisme enseigne que la cohérence avec soi-même vaut plus que le confort de céder. Rompre des liens sans préavis a également un effet protecteur sur ton processus de changement. Si tu construis une nouvelle version de toi-même, tu ne peux pas le faire entouré des mêmes dynamiques qui te freinaient. Le silence et la distance fonctionnent comme un bouclier. Il n'y a pas de trous par lesquels les vieilles habitudes peuvent entrer, ni de fenêtres ouvertes pour que le passé revienne s'installer. Certains interpréteront ta décision comme de l'indifférence, mais ce que tu fais vraiment, c'est montrer du respect pour ton propre bien-être. Tu n'as pas besoin d'applaudissements ni de compréhension, seulement de résultats. Et avec le temps,
Tu remarqueras comment l'énergie qui autrefois s'échappait commence à s'accumuler. Cette énergie est celle qui te permettra de travailler avec plus de concentration, de te lier avec des personnes qui apportent vraiment quelque chose et d'avancer sans sentir que chaque pas te pèse 2 fois plus. Toutes les fins n'ont pas besoin de mots. Certaines nécessitent une fermeture silencieuse, nette et définitive. Rompre sans préavis est un acte d'amour-propre qui, bien qu'il puisse déranger les autres, libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. Parce que ton bateau n'a pas été fait pour couler, mais pour naviguer avec force vers l'endroit où tu as décidé d'aller. Et pour cela, tu as besoin que tout ce qui n'apporte pas de vent à tes voiles reste derrière, sans adieu, sans explication, sans regarder en arrière. 3. Construis ta discipline loin du regard des autres. La pluie qui alimente une rivière ne fait pas de bruit lorsqu'elle commence. Goutte à goutte, sans prévenir, elle remplit le lit de la rivière jusqu'à ce qu'un jour, sa force devienne impossible à arrêter. C'est ainsi que se forge la véritable discipline. Elle se construit dans l'invisible, dans les heures que personne ne compte, dans les espaces où il n'y a ni témoin ni applaudissements, juste toi, face à toi-même. Lorsque tu apprends à la construire loin du regard des autres, tu élimines la fragilité de dépendre de la validation externe et tu crées une base impossible à briser. Le problème de montrer chaque étape est que la motivation se contamine. Si tu travailles pour impressionner, le jour où tu ne reçois pas de reconnaissance, ta constance vacille. Le stoïcisme enseigne que l'engagement le plus précieux est celui qui n'a pas besoin d'être vu pour exister. La discipline est un pacte silencieux. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand personne ne regarde, même quand il serait plus facile de ne pas le faire. Cette cohérence avec toi-même est ce qui te donne du pouvoir. Construire en silence te protège de 2 dangers, la vanité et l'influence des autres. La vanité parce que, si ton carburant sont les éloges, tu finiras par mesurer ta valeur en fonction des applaudissements. L'influence des autres parce que, en exposant ton processus, tu laisses place aux critiques, comparaisons ou conseils non sollicités qui peuvent te détourner. Lorsque tu t'entraînes loin du bruit, tu travailles à ton propre rythme, sans la pression de montrer des résultats immédiats. En pratique, cela signifie te lever avant le reste de la maison pour t'entraîner sans que personne ne le sache, lire chaque jour sans le publier, étudier sans attendre que les autres le remarquent, travailler sur un projet sans ressentir le besoin de l'annoncer. C'est faire de l'habitude une partie de ton identité, pas un spectacle. Chaque répétition que tu fais en privé renforce ton engagement et augmente ta résistance mentale. Ce type de discipline devient un bouclier contre l'inconstance. Lorsque la motivation baisse, tu ne t'effondres pas, parce que ton habitude n'est pas née d'un élan, mais d'une décision. Le stoïcien sait que la volonté n'est pas toujours présente, mais la discipline ne dépend pas de l'envie, elle dépend de l'accomplissement de ce qui doit être fait, peu importe l'humeur du moment. De plus, travailler loin du regard des autres te permet de te concentrer sur la qualité et non sur l'apparence. Tu ne cherches pas à impressionner par ce que tu fais, tu cherches à réellement t'améliorer. Chaque jour, tu accumules de petites victoires invisibles qui, avec le temps, s'accumulent et créent une transformation que personne ne peut ignorer. Et lorsque les résultats apparaissent, tu n'auras pas besoin de dire que tu as travaillé dur. Ta façon de vivre sera la preuve. Cette approche élimine également la comparaison constante. Tu ne te préoccupes pas de savoir si quelqu'un progresse plus vite ou si ses réalisations sont plus visibles. Le seul paramètre qui compte est ta propre évolution. Cette mentalité réduit l'anxiété et augmente la constance, car tu arrêtes de regarder sur les côtés et te concentres sur ton propre chemin. La discipline silencieuse est une forme de liberté. En ne dépendant pas de la reconnaissance externe, tu deviens insensible à l'absence d'applaudissements et résistant à la critique. Personne ne peut arrêter ce qu'il ne connaît pas. Personne ne peut saboter une avancée qu'il n'a pas vue venir. C'est l'avantage de s'entraîner dans l'ombre. Lorsque tu apparaîtras, ce sera avec une force qui surprendra tout le monde.
Comme la pluie qui a formé la rivière, ta discipline grandira sans que le monde le remarque, jusqu'à ce qu'un jour, sans besoin de mots, ta présence et tes résultats parleront pour toi. Et lorsque ce moment arrivera, tu comprendras que la véritable valeur n'était pas dans le fait que les autres le voient, mais dans le fait que tu aies été capable de le maintenir lorsque seul toi savais qu'il se passait. 4. Grandis en silence et sans chercher l'approbation. La graine ne demande pas si c'est bien de germer, elle le fait simplement. Elle ne cherche pas la permission, elle n'attend pas les éloges. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise qu'elle est sur la bonne voie. Elle grandit en silence, et un jour, lorsqu'elle éclot, personne ne peut nier qu'elle a changé. Ton développement devrait être le même, un processus intime, sans besoin d'être validé ou reconnu par les autres, car l'approbation des autres ne nourrit pas des racines solides. Le problème de grandir en cherchant la reconnaissance est que ton progrès cesse de dépendre de toi et commence à dépendre des réactions des autres. Si tu reçois des éloges, tu te sens motivé. Si tu reçois du silence ou des critiques, tu doutes de ton chemin. Le stoïcisme enseigne que la vertu et le progrès réel doivent se soutenir par eux-mêmes, non par l'écho des applaudissements. Quand tu t'habitues à valider ton processus par l'approbation externe, tu cèdes le contrôle de ta croissance à des critères qui ne sont pas toujours justes ni cohérents avec toi. Grandir en silence ne signifie pas t'isoler du monde ni cacher ce que tu es. Cela signifie prioriser la construction plutôt que l'exhibition. Cela signifie que ton énergie est destinée à faire des pas fermes, pas à préparer la scène pour que les autres les voient. Chaque effort investi pour impressionner est de l'énergie que tu ne consacres pas à t'améliorer. Et chaque moment que tu passes à attendre l'approbation est du temps que tu pourrais utiliser pour avancer. En pratique, ce principe se traduit par travailler pour tes objectifs sans le besoin constant de partager chaque progrès. Si tu apprends quelque chose de nouveau, tu ne le transformes pas en une démonstration publique. Si tu développes une habitude, tu la renforces par la répétition quotidienne, pas par la validation immédiate. Si tu changes ta façon de penser, tu le fais parce que c'est cohérent avec tes valeurs, pas parce que cela te donne de l'approbation. L'approbation est volatile. Aujourd'hui, tu peux recevoir des éloges pour ton progrès et demain, les mêmes personnes peuvent te critiquer pour continuer à avancer. Si tu bases ta croissance sur cette instabilité, ta constance en souffrira. Le stoïcien comprend que le jugement des autres est quelque chose qu'il ne contrôle pas et que la seule chose vraiment à lui est l'intention et l'effort qu'il met dans son propre développement. De plus, grandir en silence te permet d'éviter la résistance anticipée. Souvent, lorsque tu annonces tes changements, tu fais face à des critiques, des doutes ou même du sabotage de la part de ceux qui ne veulent pas que tu changes, parce que cela les oblige à se remettre en question. En gardant ta croissance loin des projecteurs, tu élimines une grande partie de cette interférence. Viendra le moment où le changement sera évident, et à ce moment-là, il n'y aura rien qu'ils pourront faire pour l'arrêter. Le silence dans ton processus renforce également la confiance en toi. Lorsque tu ne cherches pas l'approbation, tu apprends à évaluer ton progrès selon tes propres critères. Tu deviens capable de continuer même lorsque personne ne te reconnaît, parce que tu n'as plus besoin qu'il le fasse. Cette indépendance émotionnelle est l'une des plus grandes forces que tu peux développer, et c'est celle qui te permet d'avancer même au milieu de l'incompréhension ou de l'indifférence. Avec le temps, cette croissance silencieuse s'accumule et devient impossible à ignorer. Tu n'auras pas besoin de dire que tu as changé, ta façon d'agir, tes décisions et tes résultats le montreront clairement. Et le meilleur de tout, c'est que tu n'auras pas l'anxiété d'attendre la reconnaissance, parce que tu auras appris que ta vraie récompense est la cohérence avec toi-même. Comme la graine qui a germé sans demander la permission, ta croissance sera un fait accompli. Et quand les autres la verront, ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas nier l'évidence. Tu as grandi parce que tu as décidé de le faire, pas parce que quelqu'un t'a applaudi. C'est le genre de changement qui perdure. 5. Réponds avec calme et non avec impulsivité.
La tempête ne détruit pas celui qui apprend à marcher sous la pluie sans courir. Garder son calme lorsque tout autour de soi est en ébullition est un art que peu de personnes maîtrisent, mais que le stoïcisme transforme en l'une de ses armes les plus puissantes. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de décider consciemment que tu ne laisseras pas le contrôle de ton état émotionnel à ce qui se passe en dehors de toi. L'impulsion est traîtresse. Elle arrive rapidement, brûle en quelques secondes et exige une action immédiate. C'est cette réponse qui cherche à défendre ton orgueil, à avoir le dernier mot ou à frapper plus fort que l'autre. Le problème est que, au moment où tu cèdes à cette urgence, tu laisses ta réaction être dictée par l'émotion et non par la raison. Et les émotions, bien qu'humaines, ne prennent pas toujours les meilleures décisions. Répondre avec calme, c'est choisir ton moment. C'est accorder un espace pour réfléchir, même si ce n'est que quelques secondes, avant d'ouvrir la bouche ou de bouger un doigt. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Alors que d'autres se laissent emporter par le courant, tu choisis de t'ancrer et d'attendre que l'eau se clarifie avant d'agir. Cette courte pause est la différence entre aggraver un problème et le résoudre. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par apprendre à t'arrêter avant de répondre à un message qui te dérange, à ne pas répondre immédiatement lorsque tu es provoqué, à respirer avant de donner ton avis au milieu d'une discussion enflammée. Cela peut sembler simple, mais cela demande de la discipline, parce que ton esprit voudra toujours la gratification immédiate de gagner la confrontation, sans penser aux conséquences. Le stoïcisme enseigne que la provocation perd de sa puissance lorsqu'elle n'obtient pas la réaction qu'elle recherche. Celui qui essaie de te sortir de ton centre se désarme lorsqu'il voit qu'il n'y parvient pas. Cette sérénité, loin d'être un signe de faiblesse, génère du respect. Et plus encore, elle te donne le contrôle total de la situation, car le calme te permet de voir des angles que l'impulsion ne laisse jamais voir. Répondre avec calme renforce également ta crédibilité. Une réaction impulsive peut détruire la perception que les autres ont de toi, mais une réponse ferme et mesurée transmet de l'autorité. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de colère ou de frustration, mais de ne pas permettre à ces émotions de dicter ton comportement. La pratique exige un entraînement constant. Au début, tu échoueras, peut-être de nombreuses fois, mais chaque fois que tu réussiras à freiner l'impulsion, tu façonneras ton caractère. Et il viendra un moment où réagir avec calme sera ta réponse naturelle, sans effort conscient. Ce contrôle émotionnel ne protège pas seulement ta paix, mais te donne un avantage. Alors que d'autres s'épuisent dans des discussions sans sens, tu avances avec clarté, choisissant tes batailles et décidant comment et quand agir. C'est là la véritable victoire, non pas celle de celui qui crie le plus fort, mais celle de celui qui dirige le cours de la situation avec un esprit calme et un cœur ferme. Parce que dans un monde qui répond au feu par le feu, celui qui maîtrise le calme devient le maître du feu. 6. Reste imperturbable face à toute provocation. Les montagnes ne se courbent pas face au vent. Elles peuvent recevoir des rafales furieuses, des tempêtes qui durent des jours ou le coup du froid le plus intense. Mais elles restent fermes, immobiles, maîtresses de leur place. Ainsi doit être ton esprit face à la provocation. Un terrain solide qui ne cède pas, un point fixe qui ne répond pas aux caprices de la force externe. Rester imperturbable n'est pas être indifférent, c'est décider que ton équilibre n'est pas à vendre. La provocation est un test de contrôle. Elle n'est pas toujours directe, parfois elle arrive déguisée en blague, en commentaire ironique, en critique subtile ou en un geste calculé pour éveiller ta réaction. Son but est presque toujours le même, te sortir de ton centre, faire en sorte que tu perdes le contrôle de toi-même et que tu agisses selon les règles de l'autre. Quand tu tombes dans ce jeu, tu cesses d'être le maître de la situation et tu deviens un pion que d'autres peuvent bouger. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur ne t'affecte pas pour ce qu'il est, mais pour le sens que tu lui donnes. L'offense ne devient une offense que lorsque tu l'acceptes comme telle. La provocation n'atteint son but que lorsque tu décides de répondre par l'émotion. Comprendre cela est essentiel. Le calme n'est pas un manque de caractère, c'est la force à l'état le plus pur.
Rester imperturbable nécessite un esprit entraîné. Cela signifie observer la tentative de provocation, la reconnaître et décider de ne pas lui donner le pouvoir d'altérer ton état. Cela n'implique pas une passivité totale. Tu peux répondre si nécessaire, mais la réponse naît de la raison, pas de la colère. Et souvent, la meilleure réponse est le silence, car il n'y a pas de plus grande défaite pour celui qui provoque que de ne pas obtenir la réaction qu'il espérait. En pratique, cela se traduit par ne pas laisser un commentaire sarcastique ruiner ta journée, par ne pas permettre à un regard de mépris de te détourner de ton objectif, par ne pas changer ton humeur simplement parce que quelqu'un l'essaie. C'est apprendre à suivre ton plan, même s'il y a du bruit autour, comme un archer qui ne perd pas sa cible, même si le public crie pour le distraire. Le véritable défi réside dans les provocations qui touchent à l'aspect personnel. C'est là que la plupart cèdent. Cependant, le stoïcien comprend que réagir de manière explosive donne à l'autre personne la satisfaction d'avoir contrôlé son état interne. Et celui qui apprend à résister à cette tentation démontre que sa paix ne dépend pas de ce que disent ou font les autres. Ce type de force génère un effet puissant. Premièrement, il réduit le nombre de tentatives de provocation, car il devient rapidement clair qu'elles ne fonctionnent pas avec toi. Deuxièmement, il élève le respect que les autres ont pour toi, car la sérénité sous pression est vue comme un signe d'autorité. Et troisièmement, il protège ton énergie, car tu ne la gaspilles pas dans des confrontations inutiles. Pratiquer l'imperturbabilité ne signifie pas t'isoler des émotions. Cela signifie choisir quand et comment les exprimer. C'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas ton attention, que certaines n'existent que pour te voler du temps et de la concentration. Plus tu entraînes cette compétence, plus il devient facile de reconnaître les pièges émotionnels et de les éviter. Au final, être imperturbable face à la provocation est un acte de souveraineté personnelle. C'est dire au monde que ton état émotionnel n'est pas négociable, que tes actions ne sont pas dictées par l'impulsion d'un autre et que ta force interne n'est pas conditionnée par le bruit externe. Comme la montagne qui se dresse fermement face au vent, tu restes debout, sans te plier, sans laisser rien te sortir de ton centre. Parce que là, dans cette stabilité inébranlable, se trouve la véritable liberté. 7. Libère-toi pour toujours du besoin de te justifier. Le soleil n'explique pas pourquoi il se lève chaque matin. Il ne retient pas sa lumière pour donner des raisons. Il ne demande pas la permission de briller et il n'ajuste pas non plus son parcours pour plaire à ceux qui préfèrent l'ombre. Il remplit simplement sa fonction et cela suffit. C'est ainsi que tu devrais vivre, agissant selon ta conviction, sans te sentir obligé de justifier chaque pas que tu fais. Car le besoin constant de t'expliquer n'est pas une courtoisie, c'est une chaîne invisible qui lie ta vie au jugement d'autrui. La recherche de justification naît d'un désir profond d'être accepté. Nous voulons être compris, que nos changements soient approuvés, que nos décisions soient validées. Mais cette approbation est instable, car il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, douter ou ridiculiser ce que tu fais. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent et que t'épuiser à essayer de le faire est un gaspillage d'énergie que tu pourrais investir dans ta propre croissance. Chaque fois que tu expliques trop, tu cèdes du pouvoir. C'est comme si tu donnais à une autre personne la clé de ta direction, lui permettant de décider si tu avances ou si tu t'arrêtes. Rompre avec cela signifie assumer que ta vie n'a pas besoin d'un jury pour être vécue. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Si tes actions sont alignées avec tes principes, tu n'as pas besoin d'approbation externe pour les exécuter. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsque tu changes de cap professionnel et que tu sens que tu dois faire un discours à tous ceux qui ont une opinion, lorsque tu décides de mettre fin à une relation et de la détailler comme si ton bonheur en dépendait, ou lorsque tu adoptes une nouvelle habitude et que tu t'efforces de convaincre ceux qui ne la pratiqueront jamais. La vérité est simple. Celui qui respecte ton chemin n'a pas besoin d'explications détaillées, et celui qui ne le respecte pas ne changera pas d'avis même si tu les donnes.
Arrêter de te justifier demande du courage, car cela implique de tolérer que certains ne te comprennent pas. Au début, cela dérange, surtout si tu as vécu en cherchant l'approbation. Mais ce malaise se transforme en liberté lorsque tu découvres que ton énergie ne se dilue plus dans des discussions inutiles. Tu te déplaces plus vite, tu penses plus clairement, et tu agis avec plus de fermeté, car ta boussole pointe vers ce que tu veux, pas vers ce qu'on attend de toi. Le stoïcisme est clair. Agis selon tes valeurs et laisse le résultat parler pour toi. Les mots se discutent, mais les faits s'imposent. Lorsque ta vie reflète ce que tu crois, les justifications perdent leur sens. Il ne s'agit pas de refuser de donner des raisons quand elles sont nécessaires, mais de reconnaître que toutes les questions ne méritent pas de réponse et que toutes les critiques ne méritent pas de défense. Ce détachement est également stratégique. Plus tu révèles peu sur tes décisions, moins tu laisses de place pour que les autres utilisent tes informations contre toi. Tu protèges ton processus et tu réduis les distractions qui tentent de te détourner. Ton silence devient un filtre naturel. Il sépare ceux qui te respectent de ceux qui veulent seulement s'immiscer. La liberté de ne pas te justifier est une déclaration d'indépendance personnelle. C'est affirmer « Ce que je fais est en paix avec qui je suis » et cela suffit. Lorsque tu arrives à ce point, les opinions externes deviennent du bruit de fond. Tu continues à avancer comme le soleil, sans interrompre ton parcours pour expliquer pourquoi tu brilles, car la meilleure preuve que tu es sur la bonne voie n'est pas dans ce que tu dis, mais dans la vie que tu construis chaque jour. 8. Reste ferme, même si d'autres résistent à ta transformation. Le jour où tu décides de te transformer vraiment, quelque chose de plus que toi commence à changer. Ton environnement, habitué à la version de toi qu'il connaissait, est obligé de réagir. Certaines personnes le célébreront, d'autres l'ignoreront, mais il y en aura qui seront mal à l'aise. Peut-être ne le diront-ils pas directement, mais tu le remarqueras dans des regards qui étaient auparavant neutres et qui deviennent maintenant calculés, dans des blagues déguisées en innocence, dans des commentaires qui cherchent à minimiser ce que tu fais. Ce n'est pas un hasard. Ton changement rompt des routines émotionnelles dans lesquelles d'autres se sentaient à l'aise, et ce malaise se transforme en résistance. Le stoïcisme enseigne que cette réaction est inévitable. Le changement authentique ne modifie pas seulement ce que tu fais, mais aussi la dynamique que les autres avaient avec toi. Si auparavant tu étais complaisant, ta nouvelle fermeté les déconcerte. Si auparavant tu t'adaptais sans protester, ta capacité à dire non leur est désormais inconfortable. Et si auparavant tu étais prévisible, maintenant ils ne savent plus comment te contrôler. Ne confonds pas cette résistance avec un signe que tu es sur la mauvaise voie. En fait, c'est souvent la preuve que tu progresses sérieusement. Rester ferme face à cette opposition est un défi qui va au-delà de la force physique ou de la discipline quotidienne. C'est une bataille interne pour ne pas céder ta direction en échange de l'acceptation. L'envie de rassurer les autres, d'adoucir tes limites pour ne pas les déranger, est forte. Mais chaque fois que tu recules pour plaire, tu ne perds pas seulement le terrain gagné, tu envoies aussi le message que ta vie peut être modelée par le malaise des autres. Au quotidien, cette fermeté signifie continuer à construire tes habitudes, même si tu reçois des critiques, maintenir tes standards, même si d'autres les considèrent comme exagérés, et protéger tes avancées, même si on essaie de te convaincre que tu exagères ou que ce n'est pas nécessaire. Cela signifie comprendre que ta transformation n'est pas un projet collectif, mais une décision personnelle. Personne d'autre que toi ne subira les conséquences de ton arrêt, et c'est pourquoi personne d'autre que toi ne peut décider si tu continues. Il est important de comprendre que la résistance des autres ne naît pas toujours de la malveillance. Souvent, c'est de la peur. Peur de perdre la place qu'ils occupaient dans ta vie. Peur que ta progression les laisse derrière, peur que ton exemple les oblige à se regarder eux-mêmes et à affronter leurs propres manques. Mais cette peur, même si tu la comprends, ne doit pas devenir le gouvernail qui dirige ta route. Le stoïcisme rappelle que la vertu est mise à l'épreuve dans la difficulté. Rester ferme quand tout est facile ne demande pas d'effort. La vraie force se démontre lorsque les voies extérieures
tentent de te pousser en arrière et que tu choisis de continuer à avancer. Cette résistance que tu ressens aujourd'hui est en réalité un filtre naturel. Elle sépare ceux qui sont prêts à marcher avec toi de ceux qui ne voulaient que la version de toi qui leur convenait. Si tu persistes, quelque chose de puissant se produit. L'opposition initiale commence à se transformer. Certains s'adapteront à ta nouvelle version et, avec le temps, respecteront la cohérence que tu démontres. D'autres disparaîtront de ta vie, libérant de l'espace pour de nouvelles relations qui correspondent à ta croissance. Et même si tu ne reçois pas toujours une reconnaissance explicite, l'absence de contrôle qu'ils auront sur toi sera en soi une victoire. Rester ferme ne signifie pas être inflexible en tout, mais avoir une clarté sur les parties de toi qui ne sont pas négociables. C'est soutenir tes valeurs et ta direction, même si le vent souffle contre. Parce que ta transformation n'a pas besoin d'approbation pour être réelle. Elle se valide à chaque pas que tu fais, même si ces pas dérangent les autres. À la fin, ce qui compte n'est pas combien de personnes t'applaudissent, mais que tu puisses te regarder en sachant que tu n'as pas reculé par peur de déranger. C'est là la vraie liberté. Avancer sans demander la permission, rester solide comme un rocher au milieu de la tempête et construire une version de toi que ni la résistance externe, ni les doutes internes ne peuvent renverser.